Dans le cadre du mouvement pour l'école publique lancé par la FSE, la Fédération des syndicats de l'enseignement, le syndicat de Champlain a décidé de faire une série de discussions avec l'ensemble des partis représentants à l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, on va recevoir donc 4 candidats. On reçoit donc M. Raphaël Rebello, qui est candidat dans la circonscription de Maurice-Richard pour le parti Québec solidaire et aussi, si je ne me trompe pas, porte-parole en éducation pour ce parti-là. Primaire secondaire. Primaire secondaire. Alors, bienvenue. Merci, merci. Alors, pour débuter, je vais vous laisser 2 minutes pour que vous puissiez nous présenter, dans le fond, les grandes priorités de votre parti que vous aimeriez mettre de l'avant pour la présente campagne. Alors, je vous laisse aller. 2 minutes. Oui. Bien, tout d'abord, j'aimerais dire que l'éducation, c'est vraiment au centre de nos priorités. On pense que c'est un devoir qu'on a envers chacun des individus de la société, mais aussi envers notre société de demain. C'est au centre de l'épanouissement des individus puis de la progression de notre société. Donc, on pense que c'est vraiment au cœur de n'importe quel projet politique qui se respecte. Puis, je vais insister sur 3 grandes valeurs, 3 grandes idées structurantes qu'on met de l'avant dans notre campagne pour l'éducation au Québec. Premièrement, la gratuité scolaire des CPE jusqu'à l'université. Donc, on pense que c'est vraiment nécessaire pour qu'il y ait une bonne accessibilité, pour que davantage d'enfants aillent à l'école longtemps, s'épanouissent bien, reçoivent une éducation de qualité. Ensuite, on veut refinancer l'éducation primaire secondaire à hauteur de 1 milliard par année. Même chose pour l'éducation supérieure, donc 1 milliard chacun. On pense que notre réseau a grandement besoin d'être refinancé. L'austérité libérale a fait mal et donc il faut recoller les pots cassés et aller de l'avant vers un meilleur système qui soit de meilleure qualité, qui rivalise avec nos écoles, avec les écoles privées, etc. Et finalement, 3e mesure, on veut diminuer le nombre d'élèves dans les classes parce qu'on sait que c'est vraiment une mesure qui coûte cher, mais qui fonctionne pour améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité de vie dans les classes, surtout au secondaire. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc, ces éléments-là ont été clairs. Pour la prochaine partie, je vous poserai des questions. Alors, questions en rafale, questions de vous mouiller, et je vais vous demander de répondre par oui ou par non aux énoncés, aux affirmations que je vais vous donner. Alors, je vais vous les lire, et oui ou non, si vous en êtes capable, bien sûr. Oui. Plus de privés et de sous-traitance dans nos écoles et dans nos centres. Non. La tâche des enseignantes, des enseignants, du personnel de soutien est déjà trop lourde. Oui. Un ordre professionnel pour les enseignantes et les enseignants? Non. Imposer les conditions de travail et les salaires au personnel de l'éducation à la prochaine ronde de négociation, est-ce que c'est correct? Non. Il manque d'argent en éducation. Oui. Changer les structures, les commissions scolaires et leurs représentants, est-ce que c'est une priorité? Non. Écouter prioritairement le personnel de l'éducation lorsqu'on fait des changements dans le réseau de l'éducation. Oui. Plus de classes spéciales dans les écoles, c'est une bonne idée. Oui. Contribuer ou à subventionner les écoles privées de la même façon? Non. Merci, vous avez été clair. Merci. Maintenant, j'aimerais ça, c'est sûr que là, on est allé avec le oui et le non. Ouais. J'aimerais ça y aller un petit peu plus en profondeur, vous laisser aussi nous parler de vos idées. On en parle rarement du personnel de soutien, secrétaire, technicienne en éducation spécialisée, technicienne service de garde, éducatrice, concierge, ouvrier. C'est des gens que les jeunes vont côtoyer des dizaines de fois par jour, mais on n'en parle pas. C'est quoi la position de Québec solidaire quand vient le temps de parler du personnel de soutien dans nos écoles? Bien, on pense qu'ils ont une grande importance, qu'il faut revaloriser ces professions-là, qu'elles sont essentielles à une vie agréable et une vie agréable dans les écoles. Une des tristesses de l'austérité libérale, c'est que c'est beaucoup là que ça fait mal parce que les ratios dans les classes sont protégés, le nombre d'élèves par rapport au nombre de professeurs. Et donc, quand les budgets diminuent, bien forcément, c'est le personnel de soutien qui écope. Absolument. On a vu les heures coupées au cours des dernières années. Puis ça fait mal. Ça fait mal aux enfants, ça fait mal aussi aux personnes qui le vivent. Ça, oui. Puis tout à fait. Donc, c'est un drame pour les employés qui sont touchés directement. Mais ensuite, ça affecte la qualité de vie des enfants, des employés qui restent ensuite à l'école à temps plein, dont les professeurs.
Donc, c'est un grave problème. Nous, on voudrait commencer par mettre un seuil minimum au nombre de personnels de soutien dans les petits établissements. Ça serait un début. Parce que souvent, c'est là qu'il faut d'abord le protéger, mais peut-être que ça pourrait se généraliser ensuite à l'ensemble du réseau. On veut aussi favoriser une gestion participative, collaborative, collégiale entre les différents corps de métier. On pense que tout le monde a son mot à dire, que c'est important que les décisions soient prises en milieu de travail de manière démocratique par l'ensemble des employés. Incluant donc le personnel de soutien aussi. Tout à fait. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie. Bon, évidemment, ça dépend des dossiers, là, des questions purement éducatives ou scolaires. Bon, les professeurs sont peut-être mieux qualifiés, mais... Dans le fond, ce que vous dites, à chacun son créneau, mais tout le monde doit y participer. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, puis il y a certains de dossiers dans l'école qui relèvent de la sagesse générale du personnel. Qui est souvent, malheureusement, pas écouté. Oui, tout à fait. Puis donc, on défend, on va en parler plus tard aussi, mais on défend beaucoup l'autonomie professionnelle. Évidemment, il y a beaucoup de directeurs, directrices au Québec qui font un excellent travail. Mais c'est pas normal que le personnel dépende uniquement d'une seule personne en position d'autorité. On est vraiment pour une prise de décision démocratique. D'ailleurs, ça me permet tout de suite de passer à ce bloc-là. Justement, concernant les conditions de travail du personnel. Vous avez parlé de direction d'école. Présentement, là, pénurie au niveau de l'ensemble du personnel. On a des gens en congé de maladie. Les admissions à l'université ne sont pas ce qu'elles étaient avant. Est-ce qu'on peut se dire deux choses? Est-ce qu'on peut partir avec cette prémisse-là, puis j'aimerais ça vous entendre? Les tâches sont trop lourdes, donc ça empêche certaines personnes de venir, et les salaires trop bas. Est-ce qu'on peut se dire ça, puis j'aimerais ça vous entendre? Oui, tout à fait. Puis c'est dans notre plateforme. Augmenter les salaires des enseignants-enseignantes et aussi s'assurer que les tâches respectent le nombre d'heures prétendu, 32,5 dans l'ensemble du réseau. Donc, vous pensez que les enseignantes, les enseignants, dans ce cas-ci, à 32 heures, devraient faire ce 32 heures-là, puis ça devrait rentrer là-dedans, ce qu'ils ont à faire? Ben oui, puisqu'ils sont réputés travailler pour 32 heures et demie, et bon, si c'est pour ça qu'on les paye, donc ça va être ça le nombre d'heures. Pour arriver à ça, ça va prendre beaucoup de ressources, ça va prendre beaucoup d'investissement, on s'entend là-dessus. Oui. Des classes beaucoup moins grandes, c'est de ça qu'on aurait besoin. Mais comme je disais tout à l'heure, nous, on parle d'un réinvestissement d'1 milliard par année. Récurrent, donc. Oui, dans le réseau primaire, secondaire. Avec 1 milliard, on peut faire quand même pas mal. Il faut le dépenser intelligemment, mais ça ferait une différence énorme. Ouais. OK. Et bon, là, on a parlé donc de cette pénurie-là. On parle donc de la problématique d'avoir du personnel dans les milieux. Puis quand on les a, ce personnel-là, il y en a qui quittent parce qu'un des éléments, puis on l'a vu de notre côté, on a fait une grande campagne au printemps dernier sur la violence dans les milieux avec notre campagne Plus capable. C'est quoi votre vision sur comment est-ce qu'on est? Est-ce que ça fait partie de votre réflexion que de trouver un moyen d'enrayer toute cette violence-là? Puis est-ce qu'il y a des moyens qu'on pourrait mettre de l'avant? Puis, pardon, mais vous parlez de quelle violence? Vous parlez de la violence? La violence, oui, bien. La violence entre élèves et personnel ou à l'intérieur du personnel? Non, bien, la violence que le personnel peut vivre, bien sûr, à travers ce que les parents même ou les enfants leur font vivre. Est-ce que ça, vous avez une réflexion? Parce qu'on met souvent des politiques, mais il n'y a pas d'argent qui va avec ou il n'y a rien de concret. Là, on est là-dedans présentement. Oui. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment améliorer le vivre ensemble dans les écoles. Je pense que d'avoir une gestion démocratique, participative, collégiale, comme j'ai dit tout à l'heure, ça serait déjà un pas dans la bonne direction. D'avoir moins d'élèves dans les classes, bien, ça devrait grandement améliorer la qualité de vie là, des enseignants, puis des enfants aussi. J'avoue que je pense qu'il faut trouver une façon aussi d'intégrer les parents dans les écoles à nouveau. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, les portes n'étaient pas barrées, on rentrait, on sortait, on voyait souvent les parents dans l'école. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, avec le temps, j'ai l'impression qu'on a fermé un peu pour protéger l'autonomie professionnelle aussi des enseignants, ce qui est important. On ne veut pas que les parents soient toujours en train de s'ingérer dans justement, cette autonomie professionnelle-là, c'est important pour vous? Oui, mais juste avant, mais juste avant, je pense qu'il faut trouver quand même des façons de favoriser un travail en commun entre les parents, les enseignants, les autres professionnels, les personnels de soutien. Parce que c'est en améliorant les liens de confiance
que tout ça va mieux fonctionner. Quand on travaille trop en silo, quand il n'y a pas assez de communication, les gens deviennent méfiants. Les parents ont seulement la version des enfants quand ils reviennent à la maison. Des fois, ça crée du ressentiment, des frustrations. S'il y avait une meilleure communication, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Donc, pour l'autonomie professionnelle, c'est une priorité. Moi, je suis enseignant au cégep et je participe aux luttes syndicales et on défend beaucoup notre autonomie professionnelle au cégep. Et déjà, on en a beaucoup plus, je dirais, que les profs de primaire secondaire. Je trouve ça fâchant. Je trouve que les professeurs de primaire secondaire sont souvent infantilisés dans la prise de décision. Donc, pour moi, ce sont vraiment eux les experts de leur travail. Et toutes les décisions devraient partir de leurs constats sur le terrain. Autant au quotidien que quand on fait des révisions de programmes. Donc, les enseignants devraient être au centre de la prise de décision. Donc, c'est une priorité oui, tout à pour votre parti que de redonner cette autonomie professionnelle-là qui manque. Davantage de pouvoir, oui. Merci beaucoup. Merci. Ça va rapidement, désolé. Donc, dernier bloc où j'aimerais en avoir un petit peu plus de votre côté. Investissement, parce qu'on en a parlé dès le départ, puis ça a été un de vos points. Investissement et service aux élèves. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a assez de ressources? Puis le danger qu'on se fait toujours dire au fil même des décennies, hein, quand je dis on, c'est le personnel de l'éducation, se fait toujours dire il faut faire plus avec l'argent qui est déjà là parce qu'il y en a beaucoup d'argent. Est-ce que ça, c'est votre point de vue ou vous pensez qu'il faut en ajouter? Là? Je connais déjà la réponse avec un peu ce que vous avez dit, mais parlez-nous de où investir, dans quoi, quel service. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, donc c'est évident, à mon avis, il faut réinvestir. Oui. Ça n'empêche pas qu'on puisse se poser des questions sur comment mieux gérer l'argent, comment mieux le dépenser. Ce qui est pertinent, très bien. Ce qui ne l'est pas, il faut revoir, c'est certain. Mais donc, j'aimerais dire un mot déjà sur les revenus de l'État. Je sais que c'est en parallèle, mais c'est la question qu'on se fait toujours poser. Oui, mais comment vous allez financer tout ça? Donc, j'aimerais dire que hier, Québec solidaire a présenté son cadre financier, a expliqué comment il comptait augmenter, donc comment on compte augmenter d'environ 12,9 milliards de dollars les revenus de l'État. Et donc, parmi les grandes mesures là-dedans, il y a Pharma Québec, une institution qui achèterait les médicaments en gros au Québec. On pense qu'on peut économiser 1,5-2 milliards avec ça. Il y a augmenté le nombre de paliers d'imposition, puis imposer davantage les plus riches. Ça serait une autre façon d'aller chercher beaucoup d'argent. Ceci dit, ça n'augmenterait pas les impôts, même ça les diminuerait pour beaucoup de gens qui gagnent moins de 80 000 $ par année. Ensuite, lutter contre l'évasion fiscale. On a toute une liste de mesures, mais donc on a un plan chiffré, détaillé pour augmenter les revenus de l'État. C'est ça qui nous permet de promettre autant de réinvestissements en éducation. Et on est convaincu qu'on a le plan le plus ambitieux de ce point de vue-là. On ne sait pas exactement comment les autres partis entendent respecter leurs promesses là, à ce niveau-là. Mais quand on parle de réinvestir, on parle de réinvestir dans quoi? Oui. Bien, les mesures phares dont j'ai parlé au début, c'est des mesures qui coûtent cher. La gratuité scolaire, des CPE jusqu'à l'université, on évalue ça à peu près 2,5 milliards. Donc, c'est une grosse dépense. Ensuite, j'ai parlé de diminuer le nombre d'élèves dans les classes, surtout au secondaire. Ça aussi, ça coûte cher. Mais à notre avis, c'est une mesure qui serait vraiment bénéfique à la fois pour la qualité de l'enseignement, le bien-être des enseignants, le bien-être des enfants. Donc ça aussi, ça coûte cher. Donc le milliard dont on parle de réinvestissement en éducation primaire, secondaire, bien, il va servir entre autres à ça, entre autres à s'assurer, comme on le disait tout à l'heure, que la tâche soit réellement de 32 heures et demie, puisque c'est ça qu'elle est réputée être. Et puis, on veut augmenter aussi le soutien, donc les soutiens au personnel enseignant, non enseignant, donc pour l'insertion professionnelle, l'aide psychologique. Il y a quand même des éléments là-dedans. Là, vous me parlez d'insertion professionnelle, psychologique, donc on peut parler de professionnels, on peut parler de techniciens. Est-ce que... Oui, tout à fait. Pour l'instant, je ne pourrais pas aller dans le détail que ça, mais c'est des grandes orientations. C'est normal, dans un programme ou une plateforme, on donne les grandes orientations. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour le secondaire aussi? Parce qu'on parle beaucoup des plus jeunes, hein, faut agir tôt, mais est-ce qu'au secondaire, vous pensez que aussi il faut agir avec des ressources oui, tout à fait. pour aider les jeunes? Tout à fait. Moi, je considère que le secondaire, c'est
le niveau le plus difficile, là, c'est très dur. Bon, l'adolescence, c'est une période difficile. C'est difficile pour les enseignants aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont professeurs secondaires. Donc, oui, mais c'est pour ça qu'on parle de réduire le nombre d'enfants dans les classes, surtout au secondaire. OK. On pense que c'est là où c'est le plus criant. Bon, évidemment, en éducation supérieure, bon, c'est quand il y a 200 élèves d'université, étudiants d'université dans un amphithéâtre. C'est pas l'idéal pour la communication 1 à 1 avec le professeur, mais c'est moins dommageable, disons, qu'à cet âge-là. On pense que ça serait vraiment une mesure phare pour améliorer l'enseignement puis la qualité de vie de tout le monde. Bien, je vous remercie. Écoutez, on aurait eu probablement besoin d'encore peut-être 2, 3 fois plus de temps pour aller un petit peu plus en profondeur. Je vous remercie quand même d'avoir pris le temps. Oui, merci M. à vous. Rebello. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ça nous fait plaisir. Et là, maintenant, écoutez, on est un peu plus informés, je pense, de vos priorités, des priorités de votre parti, de Québec solidaire, en éducation. Merci encore Merci à vous. d'avoir été là. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.